Bonjour et bienvenue dans les 4V, Olivier Dussopt. On va continuer à parler de l'énergie. La Première ministre a annoncé hier que les hausses du gaz et de l'énergie, les hausses des prix, seront plafonnées à 15% à partir de janvier. Ce bouclier, est-ce qu'il est valable pour toute l'année 2023 ? On n'arrive pas à connaître le terme. Vous savez, nous avons mis en place le bouclier à la fin de l'année 2020. Et progressivement, nous avons reporté son terme en fonction de la situation. Aujourd'hui, nous faisons face à une situation d'urgence, notamment l'hiver. C'est difficile de savoir quel sera le montant des prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité, à 6 mois ou à 12 mois. Nous avons fait la démonstration que tant que nous sommes en crise, nous mettons en place des dispositifs. Oui, mais Donc, ce qui est annoncé hier, c'est pour toute l'année ou on ne sait pas encore ? Nous verrons en fonction de l'évolution. Mais nous protégerons les Français, nous protégerons le pouvoir d'achat des ménages, comme nous l'avons fait depuis le début de la crise énergétique. Ça veut dire quoi que, alors évidemment, ça va aider les Français, mais ça reste une augmentation, ça reste une dépense de plus. Il y a l'inflation, il y a tous les prix qui augmentent. Ça veut dire quoi qu'on entre dans une période de sang et de larmes, en fait, pour l'économie des Français ? C'est une période de difficulté, nous le savons. Le prix de l'énergie, le gaz et l'électricité, a été multiplié par 5 pour le gaz, par 10 pour l'électricité sur les marchés d'approvisionnement. Si nous laissions faire le marché, entre aujourd'hui et le début de l'année 2023, ce serait une multiplication par plus de 2 de la facture des Français, tant pour le gaz que pour l'électricité. L'augmentation de 15%, c'est une protection, ça reste une augmentation. Ça reste une mauvaise nouvelle. Donc le plus dur reste à venir quand même ? Non, parce que nous espérons évidemment trouver des solutions alternatives, nous espérons sortir de cette crise énergétique. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que face à cette situation de difficulté particulière en matière d'énergie, non seulement nous plafonnons les augmentations, c'est ce que la Première ministre a annoncé, sauf que tout ça mais nous aidons aussi, cela a un coût aussi, mais nous aidons aussi 12 millions de ménages. Le chèque énergie, qui profitait jusqu'alors à 6 millions de ménages, va être élargi à 12 millions de ménages. 100 à 200 euros. C'est 40% des ménages français, ceux qui en ont le plus besoin. Tout ça va coûter très cher, environ 16 milliards pour ce qui a été annoncé hier. Cette valse des milliards, est-ce que ça finit pas par affoler l'ancien ministre du Budget que vous étiez ? J'étais ministre du Budget jusqu'il y a quelques mois. J'ai mis en place avec mes collègues le premier bouclier tarifaire en matière d'énergie. Ce que nous avons fait sur l'année 2022 représente un engagement encore plus important en termes de coûts. Et effectivement, c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est derrière la difficulté que l'on a à tenir les déficits et donc la dette. Et donc, il faut savoir être raisonnable. Nous avons une chance, c'est que malgré cette période de difficulté, nous gardons un acquis de croissance qui est solide, nous gardons une économie qui résiste, nous gardons une économie qui, jusqu'à la fin du premier semestre, et nous n'avons pas de chiffres depuis, ce sont les derniers chiffres dont je dispose, a créé de l'emploi. Donc, il faut continuer à se mobiliser, à avancer et à avoir cette Alors raison. moi, j'ai des questions très concrètes à vous poser pour savoir comment les entreprises et les particuliers vont pouvoir s'en sortir. Certaines entreprises, on voyait dans le journal tout à l'heure, comme Duralex, ont recours au chômage partiel à cause de l'explosion du coût de l'énergie, parce que pour eux, c'est un fondamental. Est-ce que ce chômage partiel dû aux hausses de l'énergie peut et doit être pris à 100% par l'État ? Nous sommes en train de travailler justement sur ces questions-là, de voir comment nous mettons en œuvre des dispositifs d'activité partielle. Il y en a plusieurs. Mais la prise en charge à 100% par l'État, c'est une hypothèse ou pas aujourd'hui ? Ce n'est pas l'hypothèse favorite, parce que cela renvoie aussi aux questions de compte public que vous avez évoquées. Mais nous avons des dispositifs d'activité partielle de longue durée. Nous avons des dispositifs d'activité partielle spécifiques, et nous travaillons aujourd'hui, y compris dans la perspective des cadrages budgétaires de l'année 2023, pour que ces dispositifs soient les plus protecteurs possibles. Dans ce contexte bien compliqué, est-ce qu'il est bien raisonnable, Olivier Dussopt, de se lancer dans une réforme des retraites ? Je crois que oui. Je crois que oui, parce que cette réforme est essentielle. Elle est essentielle et nous aurons, avec les partenaires sociaux, avec la Première ministre et le Président de la République, à déterminer à la fois les modalités et le calendrier. Mais vous croyez que oui ? Je voudrais juste qu'on prenne 2 secondes pour écouter quelques politiques et syndicats qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. Il y en a quelques-uns. S'il y a une mesure brutale qui est prise dans le PLFSS, je crois qu'on mettra le pays en danger de conflictualité très très forte. Si Emmanuel Macron, comme je peux l'entendre, se sert du budget de la sécurité sociale pour s'attaquer aux retraites, c'est-à-dire contourner en réalité un débat véritablement sur ce sujet, il va se trouver confronté à une opposition totale de notre part. Tout ce qui fait régresser le droit à la retraite, nous serons opposés. C'est un président de la République qui se balade avec un jerrycan dans la main et avec un briquet dans l'autre main. Et on peut ajouter le secrétaire général de Force ouvrière, Frédéric Souillot, qui parle d'une déclaration de guerre, mais aussi les réserves sur la méthode de François Bayrou, de Stanislas Guerini, de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, du chef du groupe des députés Horizon, d'Édouard Philippe, à l'Assemblée. Il y a un sondage aussi qui dit, dans le JDD, que 55% des Français estiment qu'Emmanuel Macron a tort de vouloir relancer cette réforme cet automne. Peut-on avoir raison contre tout le monde ou presque ? La question n'est pas d'avoir raison contre tout le monde. La question est de faire face à une double situation. Cette double situation, c'est d'abord un système de retraite, aujourd'hui, qui n'est pas équilibré financièrement. C'est pas ce que dit le corps. Vous avez vu le Conseil d'orientation des retraites ? J'ai vu le corps. Si vous considérez
qu'un déficit de presque 13 milliards d'euros en 2027 et 20 en 2030, ça relève de l'équilibre. Le corps, là, il dit deux choses. Il dit il y a eu 900 millions de bénéfices, on est dans le vert de 900 millions en 2021, et ça sera, je crois, 3 milliards en 2022. Pardon, Thomas Soto, mais on va être très précis. Oui. Le rapport du corps, il sera publié aujourd'hui. Oui. Les chiffres que vous évoquez, ce sont des chiffres qui sont sortis de manière anticipée par les consultations. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais on va être encore plus précis et on va regarder ce que dit le corps. Le corps dit 900 millions d'euros d'excédent en 2021 du fait de la très bonne reprise économique. Il dit un excédent en 2022. Il dit un déficit dès 2023. Et il dit un déficit à 12,7 milliards en 2027 et à presque 20 milliards en 2030. Oui, sauf que la vérité, c'est qu'on n'en sait rien, Olivier Dussopt. Il y a un an, ce même corps disait « Attention, en 2021, on sera sur un déficit de 7 à 10 milliards. Résultat, un excédent de 900 millions. » On est en train de lire l'avenir dans le mar de café, là, non ? Le corps est un organisme indépendant, il faut le rappeler, qui rend des prévisions à intervalles réguliers, au moins une fois par an, avec différentes hypothèses. Dans toutes les hypothèses travaillées, il y a un déficit. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est un constat qui est aussi partagé. Aujourd'hui, quand on parle du système de retraite, qui ne souhaite pas que les pensions minimales soient augmentées? Tout le monde le souhaite. Qui ne souhaite pas mieux prendre en compte la pénibilité? Tout le monde le souhaite aussi. Qui ne souhaite pas mieux lutter contre les effets de la précarité sur le niveau des retraites? On est d'accord, mais on a l'impression que tout le monde se sert comme il veut, comme ça l'arrange des chiffres du Conseil d'orientation des retraites. Lorsqu'on améliore le système, ça peut aussi créer des dépenses et c'est assez logique. Alors, donc il faut l'équilibrer. Si vous voulez bien, je vais vous poser quelques questions très précises pour qu'on sorte un peu de toutes les ambiguïtés qu'il y a sur le sujet. Le report de l'âge légal à 65 ans reste-t-il l'objectif? La Première ministre a eu une phrase très claire, elle a dit que ça n'est pas un totem. Ouais, ça veut dire quoi? Parce que là, on voit bien que tout le monde est dans le flou, que vous ne dites pas les choses. C'est quel âge? Quel est l'objectif? Pardon, mais d'abord un premier point. On nous a parfois reproché de ne pas faire suffisamment de concertation et de dialogue social. Et ce matin, vous me demandez de conclure un dialogue qui n'est pas encore ouvert. La Première ministre l'a dit, il n'y a pas de totem, nous sommes ouverts à toutes les hypothèses. Dans un dialogue, chacun a ses convictions, quelle est la vôtre? Nous sommes ouverts à toutes les hypothèses, que ce soit le recul de l'âge légal de départ à la retraite, que ce soit l'accélération de la réforme de 2013-2014 qui consiste à augmenter la durée de cotisation. Nous sommes ouverts à cela. Ce que nous ne voulons pas, c'est une augmentation de cotisation ou une aggravation de la dette et du déficit. Donc, travaillons. Moi, j'entends les demandes d'amélioration du système. Mais je suis aussi preneur des propositions pour l'équilibrer. Je prends ma question dans l'autre sens. Est-ce que selon vous, on pourra rester à 62 ans? Je crois que nous ne sommes déjà plus à 62 ans et que la date effective de départ des Français est déjà plus haute que cela. Pourquoi décaler l'âge ou envisager le décalage quand on sait que plus de la moitié des 55-64 ans sont au chômage? 56% n'ont pas de boulot. Il n'est pas là le problème? Alors, il est effectivement là le problème. Pourquoi faire partir plus tard des gens qui sont au chômage? Votre démonstration, votre exemple, montre que tous les leviers doivent être actionnés. Et je le dis aussi aux organisations d'employeurs. Lorsqu'on évoque, lorsque parfois est demandé, défendu un report de l'âge légal, cela renvoie aussi à la responsabilité des employeurs dans un aspect très collectif sur la gestion des fins de carrière. Comment est-ce qu'on fait en sorte que le taux d'activité, le taux d'emploi des plus de 50 ans, des plus de 55 ans, qui est beaucoup plus bas en France que la moyenne européenne, soit augmenté? Et d'ailleurs, on a la même chose pour les plus jeunes. Une des fragilités du modèle social français, c'est que le taux d'activité, le taux d'emploi des plus jeunes, les moins de 25 ans, comme de ceux qu'on qualifie de seniors au-delà de 50, est plus bas que la moyenne. Je continue avec mes questions précises, parce que là, on est plus sur la forme que sur le fond. Une mesure d'âge, donc passer de 62, 63, 64, 65 ans, qui se glisserait cet automne dans le PLFSS, autrement dit dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, ce que redoute toute l'opposition, y compris Laurent Berger, y compris les syndicats, etc. Est-ce que vous l'excluez? Est-ce que vous excluez que ça passe par un amendement dans le PLFSS? Nous n'excluons aucune hypothèse. La Première ministre l'a dit hier. Nous devons trouver ces modalités. Elles ne sont pas arrêtées. Mais tant qu'elles ne sont pas arrêtées, nous n'excluons aucune hypothèse. Est-ce que ça veut dire, pour dire les choses clairement, que c'est ce que veut le chef de l'État et que c'est ce qui va se passer dans quelques semaines? Le chef de l'État s'exprime tout seul quand il veut dire sa volonté. Le ministre du Travail, en général, est un peu au courant de ce genre de sujet. Mais le ministre du Travail n'a pas à parler à la place du chef de l'État. Est-ce que votre conviction à vous, c'est qu'il faut le faire passer dans le PLFSS? Nous n'excluons aucune des hypothèses. Et dans les jours qui viennent, y compris dès lundi, sur la base du rapport du corps, nous aurons cette discussion et cette concertation avec les organisations syndicales. Ma conviction est qu'il faut faire la réforme. Il faut la faire de la manière la plus efficace. Cet automne? Il faut la faire pour que l'engagement du chef de l'État soit tenu, c'est-à-dire une première application en 2023. Mais vous ne me ferez pas donner une date. Parce que moi, je n'ai pas besoin de date, Olivier Dussopt. En fait, on a l'impression qu'on a un débat dont on connaît l'issue, mais vous refusez d'en donner les clés et les ingrédients. J'ai dit au début de cet échange que les modalités et le calendrier devaient être arrêtés, qu'elles devaient être aussi dans le cadre de la concertation et après les consultations. On lit qu'Emmanuel Macron dit que lui, il veut que ça se fasse cet automne, que tout le monde trouve à peu près dans la majorité, en tout cas au chef d'État, que c'est bien que ça passe par le projet de loi de finances de la sécurité sociale.
Et vous restez dans le flou. Nous restons dans la concertation. Vous êtes un ancien socialiste, vous connaissez la dame qui a dit quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Je me rappelle de cette formule, Ouais. effectivement. Et elle est souvent bonne. Mais la question n'est pas d'être dans le flou ou pas. La question est de respecter le rythme des concertations. Un mot sur la réforme de l'assurance chômage. Elle va se faire aussi, celle-là Elle se fera. Vous avez résumé la philosophie en une phrase. Quand ça va bien, on durcit les règles. Quand ça va mal, on les assouplit. Elle se fera et nous allons procéder de deux manières. D'abord, le Parlement va être saisi d'un texte qui a Oui. un objet principal qui est de prolonger le système d'indemnisation du chômage que nous connaissons Ça, oui. et qui s'arrête le 1er novembre. Nous demandons au Parlement Et l'autre d'autoriser le partie, gouvernement c'est la nouvelle à le règle. prolonger jusqu'en 2023. Dans le même temps, nous allons saisir les partenaires sociaux d'une concertation sur la modulation et cette volonté d'assouplir les règles lorsque le système est en mauvais état, en mauvaise santé financière, qu'il y a moins d'emplois. Nous l'avons fait par ailleurs, et les durcir lorsque le marché du travail va Est-ce que très bien. ce sont les partenaires sociaux qui auront le dernier mot sur cette C'est une réforme concertation. Oui. C'est une concertation et c'est le gouvernement qui, si le Parlement l'autorise, Vous êtes très fort au niveau du décidera, non, hein. décidera par décret. Ouais. Je vous réponds très précisément. Et il nous décidera allons- sur décret à partir de ce qu'auront voulu les partenaires sociaux ou ça nous sera allons- un avis nous parmi allons- d'autres? Nous allons consulter les partenaires sociaux sur les pistes et les modalités que nous proposons. Il faut trouver un système, et c'est extrêmement important pour moi, qui soit incitatif pour retourner à l'emploi quand il y a beaucoup de création d'emplois. Aujourd'hui, presque 7,5% de chômage, 400 000 emplois disponibles. Et une première difficulté pour les entreprises, c'est recruter. Bon. Et puis, il y a une autre situation où il faut protéger. Vous allez les consulter, mais tout est décidé. Pendant la période du Covid, quel est le gouvernement qui a prolongé la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi en fin de droit? C'est le nôtre pour les protéger. On a fait cette démonstration et nous allons le faire dans cette réforme. Merci beaucoup, Olivier Merci à vous. Dussopt, d'être venu dans les 4V. Merci à vous.